Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous pétez la forme, nous sommes jeudi, il n'y a pas eu de football de club, il n'y aura pas de Real Madrid ce week-end car c'est la pause internationale, les différents joueurs partent jouer avec leur pays, leur sélection respective. Du coup, moi ça me laisse le temps pour proposer différents contenus, dont celui-ci dans lequel je vais parler du face-à-face entre l'italien Carlo Ancelotti et le catalan Xavi Hernandez. Pourquoi on se fait péter le... Intro. Comme j'ai dit en introduction, cette pause internationale me laisse le temps de vous proposer différents types de contenus. Dans cette vidéo, on va revenir sur le bilan des duels entre Carlo Ancelotti et Xavi Hernandez. On doit un petit peu amener du contexte. Du coup, Xavi Hernandez est venu en cours de saison et l'ancien entraîneur du FC Barcelone, c'était mon pote, le madrilène Ronald Koeman, qui sortait des trucs du style on peut rien faire avec les joueurs qu'on a, c'est le niveau qu'on a, c'est celui-ci, etc. Alors qu'il se faisait taper en Europe, qu'il se faisait humilier par n'importe qui. Merci Ronald Koeman de m'avoir fait plaisir pendant le temps où tu as travaillé comme coach au FC Barcelone. Du coup, on se retrouve le 24 octobre 2021, le FC Barcelone reçoit le Real Madrid et perd 2-1 sur un but d'Alaba, un but de Vasquez et vous vous rappelez de Sergio Agüero qui jouait encore au football à l'époque à la 97e qui était venu réduire la marque. Donc ça c'est juste pour le contexte. Et du coup, Xavi arrive en milieu de saison, Xavi arrive et là vous l'avez déjà le rendez-vous à l'affichage, 12 janvier, le Real Madrid s'impose 3-2 et il s'agit de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Cette Supercoupe qui se joue en Moyen-Orient et du coup c'était sur terrain neutre. Le Real Madrid l'avait emporté dans les prolongations avec un but de Fede Valverde. Là, j'étais content parce que je me dis, ok, Xavi il arrive, mais quand même, Ancelotti montre qu'il est le boss, montre qu'il a une grande équipe et qu'il va mettre la pression sur le coach catalan. Mais qu'est-ce qu'il y arrive à plus tard ? Eh bien, comme je vous dis, là on est en 2022 et du coup on continue en 2022, mais on est déjà en fin de saison. On est à la journée 29 du championnat, donc presque à la fin du championnat, et le Real Madrid reçoit Barcelone, et je crois que ce match n'avait aucun intérêt pour le Real Madrid, parce qu'ils étaient déjà loin en première position, mais quand même, pour l'orgueil, pour les fans, il ne faut pas perdre de la sorte. On s'était fait taper dessus, 0-4, 4 buts, Pierre Aubameyang, Araujo, Ferran Torres, t'as pas honte, Ancelotti? Et ensuite, un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Du coup, c'était la première claque que recevait l'entraîneur italien par Xavi Hernandez. C'était le 20 mars 2022. On continue, nouvelle saison. C'est pour ça ne vous inquiétez pas, 2 matchs de Liga à la suite, c'est normal parce qu'on change de saison. Prochain match de Liga, du coup, on est à la journée numéro 9. Le Real Madrid reçoit Barcelone. Et c'est déjà du coup, c'est cette saison du coup, et le Real Madrid l'emporte 3-1 avec un but de Rodrigo à la 91e, un but de Benzema à la 12e et un but de Valverde à la 35e. Et pour les Catalans, c'était Ferran Torres qui aime bien marquer contre le Real Madrid. Enfin bref, là, une victoire qui nous donnait l'avantage. Du coup, on était au-dessus en Liga et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes pour les merengues, pour les madrilènes et du coup pour moi. Mais ah là là, putain de merde. Bien, ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, si on continue dans les matchs, on est le 15 janvier déjà 2023. Et du coup, le Barça va nous détruire de nouveau. Cette fois, c'est en Supercoupe. Et vous vous en souviendrez sûrement parce que ça fait il n'y a même pas 2 mois et demi, même pas. Parce que le Real Madrid avait perdu 1-3. Et le but du Real Madrid, c'était à la 93e, c'était Karim Benzema. Barcelone avait marqué avec Xavi, avec Lewandowski, avec Pedri et surtout au niveau du football, on s'était fait taper dessus en Supercoupe. C'était le titre de Xavi, le titre en rentrant du coup, qui avait donné confiance à cette équipe catalane puisque voilà, c'était le premier titre de la Supercoupe d'Espagne pour Xavi.
Du coup, ça m'avait déjà bien démoralisé parce que on n'avait eu aucun football et surtout au niveau tactique, on s'était fait manger. Mais je me dis, bon, c'est une super coupe, c'est une finale. Peut-être que le club catalan est beaucoup plus motivé qu'un Real Madrid qui a gagné la Ligue des Champions, etc. et la Liga. Donc, on pardonne, on verra bien ce qu'ils font plus tard. Et là, on arrive déjà au match de la première manche de la Coupe du Roi, de la demi-finale de la Coupe du Roi. Et là, c'est le match où Barcelone a joué avec 35 millions de joueurs derrière, un bloc très bas, et même comme ça, ils ont gagné 1-0. Et vous savez ce qui me fait le plus mal dans ce genre d'analyse, dans ce genre de réflexion, eh bien c'est le fait que le Barça a été très mauvais au niveau du jeu. Effectivement, on est habitué à un Barça qui déroule, qui a la possession, qui attaque énormément. Et bien là, non, c'était le Real Madrid qui avait dominé le match. Un Real Madrid qui avait dominé le Barça, qui aurait mérité largement gagner. Le Barça en arrière. Et on avait eu cet autogol de Militao sur un but un petit peu gag à la 26e. Le Real Madrid du coup qui part avec un désavantage pour le match retour de cette Coupe du Roi. 1-0, mais jusque-là, je me dis, bon, c'est pas grave, on s'est bien rattrapé du match de la Supercoupe parce qu'au niveau du jeu, on a clairement dominé l'équipe de Xavi, une équipe de Xavi que l'on doit dire qui n'avait pas, il me semble, mais je vais regarder ça, qui n'avait pas, effectivement, il n'y avait pas Lewandowski et je crois qu'il n'y avait pas non plus Pedri, il n'y avait pas Pedri, non? Attendez, juste regarder. Non, il n'y a pas Pedri non plus. Ah, il n'y avait pas Pedri. Et du coup, c'était un FC Barcelone réduit au niveau de ses meilleurs joueurs, mais qui avait réussi à être très pragmatique. C'est quelque chose, cette versatilité de jeu que l'on retrouve comme caractéristique, disons, souvent chez les merengues, chez le Real Madrid. Et bien là, c'était l'inverse, c'était le monde paradoxal dans lequel le Real Madrid avait souffert en ayant le ballon, en proposant le jeu, alors que le Barça était derrière et avait su marquer sur une opportunité, semi-opportunité qu'ils avaient réussi à se concocter. Donc 0-1, mais pas très grave. Pourquoi ? Parce qu'on a fait le jeu. Donc, en gros, si on résume, là, on s'est fait taper là en Liga 4-0 il y a longtemps déjà, le 20 mars 2022. Bon, c'était la saison passée. Et on peut se dire, ok, c'est la saison passée, on n'avait plus rien à perdre. Ce match, en fait, voilà, il était là pour le décor. Les joueurs du Real étaient mal motivés. Bon, après, on se fait retaper. Après, on gagne en Liga. Du coup, ça va, on est tranquille. On gagne le 16 octobre. On se dit, tout va bien. En fait, c'était juste vraiment parce que le match n'était pas important, le match du 4-0. En Supercoupe, en finale, on se fait taper. Xavi gagne un titre. Barcelone monte en puissance, en confiance. En Coupe du Roi, match aller, c'est une blague. Du coup, c'est le match que je viens de discuter avec vous. C'est ce match-là dans lequel le Real Madrid a fait tout et plus encore pour gagner, mais ils n'ont pas réussi à être dangereux. Et là vient le drame, c'est-à-dire le dernier match dans lequel le FC Barcelone avait déjà 9 points d'avance et pouvait se mettre à 12 points. Et ils l'ont fait en gagnant 2-1 sur un but de Franck Kessié à la 92e, mais dans lequel, moi, j'ai trouvé le Real Madrid pathétique au niveau offensif. Pourquoi ? Parce que, évidemment, on marque très tôt dans la rencontre, à la 9e, autogol d'Araujo, une percée de Vini avec Camavinga, Vini qui est sur la ligne de fond, qui qui centre fort, et puis la balle est déviée par Araujo, et autogol, but contre 5 ans, 1-0 pour le Real. Et du coup, après, on s'était fait revenir au score à la mi-temps par Sergio Roberto, 1-1, et Franck Kessié sur une contre-attaque nous avait marqué le but final de 2-1 après cet hors-jeu signalé à Asensio. On avait cru à la victoire 2-1, etc. Vous vous en souvenez, c'est très récent, on parle vraiment du 19 mars, aujourd'hui on est le 23 mars, donc c'est très récent. Du coup, ici, moi je trouve qu'on a quand même déjà une tendance claire qui, à moi, ne me fait pas plaisir. C'est le fait que Carlo Ancelotti a du mal avec Xavi, a du mal contre le Barça, que le Barça ait tous ses joueurs, que le Barça n'ait pas tous ses joueurs. On rappelle qu'il n'y a pas Dembélé, par exemple. Et du coup, bon, il n'y a pas Dembélé, mais ils ont Rafinha, enfin, c'est pas vraiment une excuse, Rafinha est un très bon joueur de foot également. Mais le truc, c'est que lorsqu'on regarde, et je vais recompter avec vous, mais il me semble que j'avais bien compté, eh bien, Barcelone, si on regarde, ça fait 2, 3, 6, 7... 11, 12, 13 buts pour Barcelone. Et du coup, le Real Madrid, 1, 2,
5, 8. Voilà, donc 13 à 8. J'avais bien compté. 13 à 8, Barcelone 13 buts et le Real Madrid 8 buts. Donc quand même 5 buts de différence. Et surtout, si on regarde au niveau des victoires, eh bien, on a combien de victoires pour le Real Madrid ? Eh bien, seulement 2. Seulement 2 victoires. On a cette victoire le 16 du 10 en Liga. Et en plus, il y avait eu des hors-jeux problématiques, etc. Mais bon, c'était quand même une bonne victoire. Et on a cette victoire en Supercoupe en demi. Mais évidemment, Xavi venait d'arriver. Ok. Et le reste, bah, on s'est fait mettre 4-0. On a perdu 3-1 en finale de la Supercoupe, alors que normalement, le Real Madrid ne perd presque jamais une finale. On s'est fait mettre 3-1. Et là, on part déjà avec un désavantage pour le match retour, de la Coupe du Roi, puisqu'on a perdu 1-0. Et là, on repère en Liga. Vous allez me dire, oui, c'est intransigeant, parce qu'ils avaient déjà... Enfin, c'est inutile, parce qu'ils avaient déjà 9 points d'avance. Oui, mais justement, si tu veux recoller, mettre la pression et réduire à 6, il faut gagner. Et une nouvelle fois, sans faire un jeu non plus exceptionnel, bah, on n'a pas été dangereux face à ce Barcelone-là. Et ils gagnent sur le score de 2 buts à 1. Bon, moi je trouve ça assez dangereux, assez préoccupant que Carlo Ancelotti ne réussisse pas à proposer quelque chose d'autre, surtout au niveau offensif, parce que, eh bien, compte tenu de ces résultats, ça fait évidemment très très peur. Ça fait peur parce que ça fait 4 victoires du Barça et surtout 4 victoires de Xavi et seulement 2 victoires d'Ancelotti. Des victoires qui sont, disons, moins impactantes que celles de Xavi, surtout au niveau du jeu. Maintenant, et sûrement je vous ferai une autre vidéo sur le sujet, j'aimerais vous questionner, vous. Donc s'il vous plaît, mettez-moi dans les commentaires, pour vous, quels sont, disons, les responsables du mauvais jeu offensif du Real Madrid contre ce FC Barcelone ? Une hypothèse serait de dire, ok, le FC Barcelone a une bien meilleure équipe, comme ça a été le cas durant certaines années, et du coup on n'arrive pas justement à être compétitif face à eux. Ça, c'est pas vrai. Ça, pour moi, je vous dis déjà, c'est pas vrai. Une deuxième, c'est il nous manque des joueurs par secteur. Par exemple, il nous manque des latéraux, et il nous manque des joueurs au niveau de l'attaque. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à être plus dangereux offensivement. Ça, c'est par exemple une deuxième hypothèse, c'est celle que je préconise. Et ensuite, il faut vous demander aussi, est-ce que c'est pas une question de tactique, une question de volonté par exemple, et je vais m'arrêter là-dessus, Carlo Ancelotti savait que battre Barcelone était l'unique façon d'essayer d'avoir un espoir de remonter et de gagner cette Liga de cette saison. Quand tu es en train de perdre, fais des changements tôt pour essayer justement de changer quelque chose, d'amener une dynamique différente en deuxième mi-temps. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo concernant ce match-là, il a, donc cette défaite de 1 face au Barça, il a tardé quand même relativement pas mal de temps avant de faire des changements réels, surtout de changer, de donner de l'air au milieu de terrain. Et ensuite, on peut se demander effectivement si c'est pas quelque chose de dispositif, c'est-à-dire un dispositif tactique qui est toujours le même lorsqu'on affronte Barcelone, qui est avec des Modric, avec des Kroos et avec le ballon sur Vinicius. Et ça n'est pas possible parce que bien Xavi, lui, il met son Araújo pour Vinicius, il dit à ses deux autres défenseurs centraux de rester concentrés, et ensuite devant, il a des monstres qui peuvent faire la différence, surtout au milieu de terrain, un milieu de terrain beaucoup plus agressif, technique, et on a l'impression qu'ils ont plus de volonté que nos joueurs à nous du Real Madrid. Donc j'aimerais savoir votre opinion, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que ce bilan des duels, j'y vais peut-être un petit peu fort et qu'il suffit d'une victoire pour que ça fasse 4-3 du coup en faveur de Xavi toujours, mais voilà, un bilan mixte, voilà, pas équilibré, disons, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Ou alors est-ce que vous pensez que franchement ces données-là, et lorsqu'on regarde les choses comme ça avec tous les scores devant, eh bien ça peut faire peur et il nous faudrait peut-être un changement de coach parce qu'il faudrait un changement de mentalité. Je vous attends dans les commentaires. Je vous souhaite tout de même une bonne fin de semaine, même s'il n'y a pas de football au niveau des clubs. On retrouvera le Real Madrid en avril. Je vais juste checker, mais il me semble que c'est le 2 avril pour la Liga. Oui, c'est ça,
face à Valladolid. Bon, la Liga, normalement, c'est déjà terminé. Hein. Je vois pas vraiment le FC Barcelone perdre 12 points voilà, d'avantage, mais on ne sait jamais. On verra bien. En tout cas, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Faites au mieux avec ce que vous pouvez. Et surtout, à la Madrid y nada más. Allez!